beaucoup le rire et qui relève encore de la narration, c'est également le fait de raconter avec bonne grâce certains défauts d'autrui, qui ne sont pourtant ni graves ni dignes d'une plus grave peine, comme les sottises, qu'elles soient seules ou accompagnées d'un peu d'extravagance prompte et mordante. Ce sont de même certaines affectations extrêmes et parfois un gros mensonge bien inventé. Ainsi, il y a peu de jours, notre ami Messire César raconta une belle sottise qui était que, se trouvant en présence du podestat de cette terre d'Ourmino, il vit venir un paysan se plaindre de ce qu'on lui avait volé un âne. Cet homme, après qu'il eut parlé de sa pauvreté et de la tromperie que lui avait faite ce voleur pour faire trouver sa perte, plus grande, dit: Messire, si vous aviez vu mon âne, vous sauriez encore mieux combien j'ai raison de me plaindre, car quand il avait son bas sur le dos, on aurait vraiment dit un Tullius, un Cicéron. Et l'un des nôtres, rencontrant un troupeau de chèvres devant lesquels il y avait un grand bouc, s'arrêta et avec un visage émerveillé dit: Regarde le beau bouc, on dirait un Saint Paul. Le seigneur Gasparo dit qu'il en avait connu un autre qui, parce qu'il était un vieux serviteur du duc Ercole était Ferrare et lui avait offert 2 de ses jeunes enfants pour être ses pages. Mais ces derniers moururent, tous 2, avant de pouvoir entrer à son service, ce qu'ayant entendu ce seigneur se lamenta affectueusement avec le père, disant qu'il avait beaucoup de peine parce qu'il les avait vus une seule fois et qu'il lui avait paru être des enfants très beaux et très sages. Le père lui répondit: Monseigneur, vous n'avez rien vu, car ces derniers temps, ils étaient devenus bien plus beaux et plus vertueux que je n'eusse jamais pu croire, et ils chantaient déjà ensemble comme 2 éperviers. Il y a quelques jours, un docteur de notre ville vit un homme que l'on fouettait par décision de justice du côté de la Grand-Place, et il en eut pitié, parce que le malheureux, bien qu'il eût les épaules toutes sanglantes, marchait aussi lentement que s'il était promené pour son plaisir et pour passer le temps. Il lui dit alors: Avance, mon pauvre homme, et sors-toi vite de cette peine. Alors le bonhomme, se retournant et le regardant presque avec étonnement, demeura un moment sans parler. Puis il dit: Quand toi tu seras fouetté, tu iras à l'allure que tu veux. Maintenant, moi je veux aller à la mienne. Vous devez aussi vous souvenir de la sottise que, il n'y a pas longtemps, notre seigneur le duc a racontée. Il s'agissait d'un abbé qui était présent un jour que le duc Federico devisait de ce que l'on devait faire d'une grande quantité de terre qui avait été enlevée pour faire les fondements de ce palais, auquel on travaillait en ce temps-là. Monseigneur, dit-il, j'ai bien réfléchi à l'endroit où il faut mettre cette terre. Ordonnez qu'on l'on fasse une très grande fosse dans laquelle on pourra la loger sans autre difficulté. Et où mettrons-nous la terre que l'on tirera de cette fosse, répondit le duc en riant. Faites-la faire si grande, ajoutait l'abbé, que l'une et l'autre y puissent tenir. Ainsi, bien que le duc lui ait répété plusieurs fois que plus la fosse serait grande, plus la terre en serait tirée, jamais il ne put lui entrer dans la cervelle que la fosse ne pouvait être faite si grande que l'une et l'autre terre puissent y être mises, et il ne répondit rien d'autre que faites-la d'autant plus grande. Vous voyez le jugement qu'avait cet abbé. Et pourquoi, dit alors messire Pietro Bembo, ne racontez-vous pas celle de votre commissaire florentin? Ce dernier était assiégé dans Castelline par le duc de Calabre, et un jour on trouva dans la forteresse des flèches empoisonnées qui avaient été tirées par ceux du dehors. Alors il écrivit au duc que si la guerre devait devenir aussi cruelle, lui aussi il ferait mettre de la médecine sur les boulets de l'artillerie, et tant pis pour celui qui perdrait. Messire Bernardo se mit à rire et dit: Messire Pietro, si vous ne vous taisez pas, je dirai toutes les sottises que j'ai vues et entendues de vos Vénitiens, et elles sont nombreuses, principalement quand ils veulent faire les cavaliers. Ne dites rien, je vous prie, répondit Messire Pietro, et je tairai 2 autres belles histoires que je sais sur les Florentins. Ce doivent être plutôt des Siennois, dit Messire Bernardo, car ils tombent souvent dans ce genre de sottises. Récemment, l'un d'entre eux a entendu lire au conseil certaines lettres, dans lesquelles, pour ne pas redire plusieurs fois le nom de celui dont on parlait, on répétait souvent le terme il prelibato, le sus nommé.
Alors il dit à celui qui disait « Arrêtez-vous là un peu et dites-moi, ce prélibato, est-ce un ami de notre commune ?» Messire Pietro se mit à rire, puis il dit « Je parle des Florentins, non pas des Siennois. Parlez donc librement, ajouta Madame Emilia, et ne prenez pas tant de précautions. » Messire Pietro continua. Quand les Florentins faisaient la guerre contre ceux de Pise, leurs caisses se trouvèrent quelquefois vides à cause de leurs grandes dépenses. Et comme on parlait un jour au conseil du moyen de retrouver de l'argent pour subvenir aux besoins qui se présentaient, après que l'on eut fait plusieurs propositions, un citoyen parmi les plus anciens dit « J'ai pensé à deux moyens grâce auxquels sans difficulté nous pourrons bientôt trouver une bonne somme d'argent. L'un est que puisque nous n'avons point de meilleurs revenus que la gabelle, aux portes de Florence, vu que nous avons 11 portes, il faut que nous en fassions faire immédiatement 11 autres, et ainsi nous doublerons notre revenu. L'autre moyen est que l'on donne ordre de faire ouvrir tout de suite à Pistoia et à Prato des hôtels de la monnaie, ni plus ni moins qu'à Florence, et que l'on y fasse jour et nuit autre chose que de battre monnaie, le tout en beau ducat d'or. Voilà à mon avis le meilleur parti, le plus court et qui coûte le moins. L'on rit fort du subtil avis de ce citoyen, et quand les rires se furent apaisés, Madame Emilia dit « Permettrez-vous, messire Bernardo, que messire Pietro se moque ainsi des Florentins sans vous venger ?» « Je lui pardonne cette injure, répondit en riant messire Bernardo, parce qu'il m'a fait du déplaisir en se moquant des Florentins, et il m'a fait plaisir en ce qu'il vous a obéi, ce que je ferai toujours moi aussi. J'ai entendu dire alors, messire César, une grosse bourde à un homme de Brescia qui avait été cette année à Venise à la fête de l'Ascension, raconter devant moi à ses compagnons les belles choses qu'il y avait vues, et combien de marchandises et combien d'argent, d'épices, d'étoffes et de soie il y avait. Et puis la seigneurie était sortie en grande pompe pour aller épouser la mère sur le bus Centaure, sur lequel il y avait tant de gentilshommes bien vêtus, tant de musique et de chants, que l'on eût dit un paradis. Et comme l'un de ses compagnons lui demandait quelle source de musique lui avait été le plus agréable de toutes, celle qu'il avait entendue, il dit « Elles étaient toutes bonnes, toutefois en particulier j'en ai vu un qui jouait d'une étrange trompette à chaque coup, il se l'enfonçait dans la gorge de plus en plus de pommes, et puis aussitôt il le retirait, et de nouveau il enfonçait, de manière que vous ne viez jamais plus grande merveille. » Alors chacun rit en comprenant la folle pensée de celui qui s'était imaginé que ce musicien s'enfonçait dans la gorge la partie du trombone, qui se cache en rentrant. Des affectations moyennes, ajouta alors messire Bernardino, engendrent l'ennui, mais quand elles sont hors de mesure, elles font beaucoup rire, comme celles que l'on entend parfois sortir de la bouche de certains, touchant leur grandeur, touchant leur valeur, touchant leur noblesse, et chez les femmes touchant leur beauté, leur délicatesse. C'est ainsi que ces jours derniers, une noble dame, qui dans une grande fête était toute triste et renfermée, fut priée de dire à quoi elle pensait qui la rendait si mécontente. Elle répondit « Je pensais à une chose qui, chaque fois que je m'en souviens, me fâche grandement, et que je ne peux m'ôter de l'esprit. C'est que, au jour du jugement dernier, tous les corps devant ressusciter et comparaître nus devant le tribunal du Christ, je ne puis supporter le tourment que je ressens quand je pense que le mien doit lui aussi être vu nu. De telles affectations, parce qu'elles passent les bornes, provoquent plutôt le rire que l'ennui. » Vous savez tous maintenant comment les belles menteries, quand elles sont bien construites, incitent à rire, et un de nos amis, qui ne nous laisse point en manquer, m'en a ces jours derniers raconté une fort excellente. Qu'elle soit comme l'on voudra, dit alors Julien le Magnifique, elle ne peut être ni plus excellente ni plus subtile que celle que l'autre jour, un de nos compatriotes toscans, un marchand de Lucques, nous donnait pour très certaine. Dites-la, ajouta madame la duchesse. Ce marchand, répondit Julien le Magnifique en riant, se trouvant une fois en Pologne, à ce qu'il raconte, décida d'acheter une quantité de zibelines, dans l'intention de les ramener en Italie et d'en tirer un grand profit. Et après plusieurs tractations, comme il ne pouvait lui-même aller en personne à Moscovie, à cause de la guerre qu'il y avait entre le roi de Pologne et le duc de Moscovie, par l'intermédiaire de certaines gens du pays, il donna l'ordre qu'à un jour déterminé, certains marchands moscovites vinssent aux confins de la Pologne, avec leurs zibelines, et il promit de se trouver là, lui aussi pour traiter l'affaire.
Le marchand lucquois alla donc avec ses compagnons vers la Moscovie, et il arriva au fleuve de Borystène, qu'il trouva tout glacé et dur comme le marbre. Il vit alors que les Moscovites, qui, rendus méfiants par la guerre, avaient eux aussi des doutes sur les Polonais, étaient déjà sur l'autre rive, mais ils ne s'approchaient pas de plus près que de la largeur du fleuve. S'étant ainsi reconnus les uns les autres, après cette fée des signes, les Moscovites commencèrent à parler haut et à demander le prix qu'ils voulaient de leurs zibelines. Mais le froid était si extrême qu'on ne les entendait point, parce que les paroles, avant que d'arriver à l'autre rive où était le lucquois et ses interprètes, se gelaient en l'air, et ils demeuraient glacés et prises. Alors les Polonais, qui connaissaient la coutume, décidèrent de faire un grand feu au beau milieu du fleuve, parce qu'à leur avis, là était la limite où il arrivait la voie encore chaude avant que le froid ne l'intercepte. Et le fleuve était tellement durci qu'il pouvait bien supporter le feu. Cela fait, les paroles de qui l'espace d'une heure avaient été glacées commencèrent à se liquéfier et à descendre en murmurant, comme la neige qui descend des montagnes au mois de mai. Et ainsi elles furent très bien entendues, bien que les hommes de l'autre rive fussent déjà partis, mais parce qu'il eût paru que ces paroles demandaient un prix trop élevé. Pour les zibelines, le marchand ne voulut pas accepter le marché, et il s'en retourna sans la marchandise. Tous se mirent alors à rire, et messire Bernardo dit « En vérité, ce que je vais vous raconter n'est pas aussi subtil, mais le conte est beau néanmoins, et le voici. Comme l'on parlait il y a quelques jours du pays ou du monde nouvellement trouvé par les marins portugais, et des divers animaux et des autres choses qu'ils rapportent de là au Portugal, cet ami dont je vous ai parlé affirma avoir vu un singe de forme fort différente de ceux que nous avons l'habitude de voir, et qui jouait aux échecs parfaitement bien. Et, entre autres fois, un jour que le gentilhomme qu'il avait amené se trouvait devant le roi du Portugal, et qu'il jouait aux échecs avec lui, le singe fit certains coups très subtils, de sorte qu'il le pressa fort et qu'à la fin il le mit échec et mat. Voyant cela, le gentilhomme, fâché comme le sont d'habitude tous ceux qui perdent à ce jeu, prit dans sa main le roi, qui était très grand, comme sont ceux dont se servent les Portugais, et en donna un grand coup sur la tête du singe. Ce dernier fit brusquement un saut de côté, en se plaignant fort tellement qu'on eût dit qu'il demandait justice au roi du tort qu'on lui faisait. Le gentilhomme ensuite l'invita à nouveau à jouer, et le singe, après avoir un certain temps refusé par signe, finit par se mettre de rechef à jouer, et comme il avait fait l'autre fois, cette fois encore il le mit en mauvaise posture. Enfin, voyant qu'il pouvait mettre échec et mat le gentilhomme, le singe, par une nouvelle malice, voulut s'assurer de n'être plus battu, et tranquillement, sans faire semblant de rien, il mit la main droite sous le cou de gauche du gentilhomme, qui reposait par un raffinement suprême sur un petit coussin de taffetas, et après l'avoir prestement enlevé, et au même instant de la main gauche, il mit échec et mat, avec un pion, et de la droite il posa le coussin sur sa tête pour se protéger contre les coups. Et puis il fit joyeusement un saut devant le roi, comme pour témoigner de sa victoire. Voyez combien ce singe était sage, avisé et prudent. Il faut qu'il ait été docteur parmi les autres singes, et de grande autorité, dit alors messire Gonzague, et je pense que la République des singes indiens l'a envoyé au Portugal pour acquérir du renom dans un pays inconnu. Alors chacun se mit à rire, tant de la menterie que de ce que messire César avait ajouté. Ainsi, en continuant son propos, messire Bernardo dit « Vous avez donc entendu ce que j'ai à dire sur les facéties, qui sont dans le récit continu d'une action. C'est pourquoi il est bon maintenant de parler de celle qui consiste en un seul mot et ont cette prompte acuité qui réside dans la brièveté d'une phrase ou d'une parole, et de même que dans la première sorte de plaisanterie, on doit éviter en racontant et en imitant de ressembler aux bouffons, aux parasites et à ceux qui amènent par leur soutien, par leur sottise, les gens à rire. De même, dans le genre bref, le courtisan doit se garder de paraître méchant et venimeux, et de faire des mots et des traits d'esprit seulement pour piquer et blesser, parce que tels gens sont bien souvent, par la faute de leur langue, à bon droit châtiés dans leur corps tout entier. Parmi les facéties promptes et courtes, qui consistent dans un mot, bref, celles-là sont fort subtiles, qui naissent de l'ambiguïté, bien qu'elles n'incitent pas toujours à rire, car on les loue plutôt pour leur caractère spirituel, que parce qu'elles font rire. Voici par exemple ce qu'il y a quelque temps, notre ami messire Annibal Paleotto a dit à quelqu'un qui lui proposait un maître pour enseigner la grammaire à ses enfants.
Cet homme, après avoir fait l'éloge du maître qui était très savant, en vint au salaire et dit qu'il voulait, outre l'argent de ses gages, une chambre garnie pour y habiter et dormir, parce qu'il n'avait point de lit, letto. Alors Messire Hannibal répondit aussitôt, et comment peut-on être savant si l'on n'a pas lu letto? Vous voyez comment il s'est bien servi de différentes significations de ce nom naver letto, mais parce que ces mots ont un caractère subtil, étant donné que l'on peut prendre les paroles dans une signification autre que celle que les autres leur donnent, il semble, comme j'ai dit, qu'ils poussent à admirer plutôt qu'à rire, sauf quand ils sont joints à d'autres genres de mots. C'est pourquoi la sorte de bon mot qui est le plus en usage pour faire rire, et quand nous attendons d'entendre une chose et que celui qui répond en dit une autre, c'est ce que l'on appelle contre-l'attente. Mais si on joint à cela le double sens, le mot d'esprit prend tout son sel. C'est ainsi que l'autre jour, alors que l'on parlait de faire un beau pavement, mattonato, dans le cabinet de Madame la Duchesse, vous avez dit, Johann Christophore, après que l'on eut beaucoup parlé, si nous pouvions avoir l'évêque de Poteng et le rendre bien plat, il viendrait fort à propos, car il est plus beau, folle-né, mattonato, que j'ai jamais vu. Chacun rit beaucoup, parce qu'en divisant le mot mattonato, vous créez le double sens. Et puis dire qu'il fallait aplanir un évêque pour le faire servir au pavement d'un cabinet était hors de l'attente de celui qui écoutait. Ainsi le mot devint très subtil et digne de faire rire.